Donc la première communication vient d'Ingrid Oussaï-Mikienzi, qui est chargée de recherche au CNRS. Elle a fait son doctorat à l'Institut européen universitaire de Florence. Cette thèse a été publiée plus ou moins comme telle dans un livre très important qui s'appelle Datini, Majorque et le Maghreb, 14e, 15e siècle. Là, vous voyez qu'elle a beaucoup travaillé sur l'histoire commerciale et notamment la famille des Datini, famille marchande très importante de la Toscane. Et aujourd'hui, donc, elle va nous parler de Majorque, porte de l'Afrique, le destin d'une île à la croisée des routes, 14e, 15e siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Subramaniam pour son invitation. Et donc, on va revenir dans un monde largement centré sur la Méditerranée et beaucoup plus proche de nous. Donc, je vais vous parler de l'île de Majorque et de son destin africain et m'interroger sur le pourquoi de ce destin africain. Alors, si Barcelone eut un rôle primordial et moteur dans l'expansion catalano-aragonaise, Majorque prit également son envol dans des modalités différentes. Sa situation géographique, son insularité, son histoire, ses 70 ans d'indépendance lui donnèrent un visage particulier. L'historiographie récente a accordé au royaume de Majorque une attention qui, pendant longtemps, lui avait été refusée, notamment en raison de sa brève existence, de son extension territoriale à la fois complexe et limitée, et de la dispersion des archives sur la France et l'Espagne. Majorque avait de plus toujours été considéré comme un élément second par rapport aux grandes expansions italiennes et catalanes. Cependant, ce royaume joue un rôle majeur dans l'économie de ces deux mondes, constituant une base de commerce très importante et un poste avancé vers le monde islamique. Majorque ne fut en rien une réplique de Barcelone et des ports de la proche Catalogne. L'île devint une tête de pont entre l'Europe chrétienne et l'Afrique. Elle développa une personnalité propre, notamment à travers les connexions très profondes des Majorquins avec l'Afrique littorale, mais également, comme nous le verrons, avec l'intérieur des terres africaines. Cette particularité se maintint durant des siècles. En 1395, Nofri di Bonaccorso, un marchand toscan installé à Majorque, écrit ces quelques lignes à un collègue installé à Barcelone, où il se plaignait du manque d'embarcations à destination des côtes africaines. Donc il dit surtout « Non de poter restare così, che questa terra sarebbe perduta si ci si fa poco ». Il écrit en fait que l'île serait perdue si le commerce avec la barbarie, le nom que l'on donnait alors à l'Afrique du Nord, diminuerait. Donc je souhaiterais explorer avec vous les raisons majeures de cette spécialisation africaine de l'île de Majorque autour de plusieurs points essentiels afin de comprendre pourquoi Nofri écrit de telles lignes à l'extrême fin du XIVe siècle. Donc avant toute chose, il convient de faire des rappels historiques car Majorque a beaucoup changé de suzeraineté et donc je vais faire le point sur son évolution politique. Majorque fut la dernière grande île de la Méditerranée à être reconquise par les chrétiens dans les années 1229-1231, passant alors des mains d'Abou Yahya, qui gouvernait pour le compte des Almohades, à celui du souverain aragonais Jacques Ier. L'archipel des Baléares comprend 4 îles habitées, que vous voyez ici, donc l'île de Majorque la plus importante, Minorque, Ibiza et Formentera, et de nombreux îlots. Ibiza et Formentera furent conquises en 1235. À Minorque, la situation est différente. Après la conquête de Majorque, Minorque reste un État musulman indépendant, mais tributaire du roi Jacques Ier d'Aragon. Une invasion aragonaise menée par Alphonse III en 1287 fait rentrer l'île dans le royaume de Majorque. La plupart des habitants musulmans de l'île sont alors asservis et vendus sur différents marchés aux esclaves. La conquête de Minorque a été très violente. Une fois la conquête de Majorque terminée, Jacques Ier attribua des terres aux nobles selon des dispositions prises par écrit dans le Libre del Repartiment et prévues bien avant la conquête. Ce registre atteste également du don de terres aux combattants. Donc ces éléments catalans, transmis par les nobles et par les combattants qui vont s'installer dans l'île, fondus dans la masse paysanne, permettent le retour de la langue et de la culture catalane sur l'île. La pratique d'un christianisme tolérant alla de pair avec la création d'institutions spécifiques pour les groupes religieux devenus minoritaires, les juifs et les musulmans. En 1262,
Jacques Ier créa le royaume de Majorque dans son testament au bénéfice de son second fils, le futur roi Jacques II. Le royaume de Majorque, comme vous le voyez ici en vert sur la carte, comprenait l'archipel des Baléares, les comtés de Roussillon et de Cerdagne, la seigneurie de Montpellier et différents fiefs. Donc Jacques II commença à régner sur cet héritage en 1276 à la mort de son père. Et Perpignan, cité du Roussillon, devint la capitale de ce royaume éclaté. Son frère aîné, Pierre, obtint la couronne d'Aragon. Donc je vais faire juste un petit point. Il faut bien différencier ce qu'on appelle la couronne d'Aragon du royaume d'Aragon. Le royaume d'Aragon est une entité de la couronne d'Aragon. Donc en fait, la couronne d'Aragon est juste une union dynastique qui réunit de nombreux royaumes méditerranéens. En 137, en fait, on a le mariage de Raymond Béranger IV de Catalogne avec Pétronie, l'héritière d'Aragon, qui fusionne, en fait, qui fait un ensemble qu'on dénomme couronne d'Aragon, qui s'est agrandi progressivement des différentes conquêtes, dont la Sicile, la Sardaigne, Corse, etc. Donc les rois de Majorque n'eurent de cesse de défendre leur royaume contre les prétentions des souverains du royaume de France, mais surtout de la couronne d'Aragon. Les souverains de la couronne et ceux de Majorque étaient liés par des liens familiaux et par un rapport vassalique. Le souverain de Majorque devait l'hommage féodal à son suzerain aragonais, mais également au roi de France pour la seigneurie de Montpellier. En 1343, le royaume fut définitivement réincorporé à la couronne d'Aragon, à l'exception de la seigneurie de Montpellier qui a été vendue au roi de France. Donc on a trois périodes essentielles, celle qui va de la reconquête sur les musulmans en 1229-1230 jusqu'à la mort de Jacques Ier en 1276, puis cette période d'indépendance de 1276 à 1343, et enfin une troisième période de 1343 jusqu'à nos jours, qui va à la réincorporation du royaume de Majorque au sein du giron aragonais. L'orientation stratégique de Majorque vers l'Afrique eut principalement lieu durant l'existence du royaume indépendant de Majorque. Et donc je vais chercher à en identifier les raisons essentielles en essayant de déterminer si l'insularité de Majorque en fut une motivation majeure. Donc je vais développer mon propos en 4 points essentiels. Le premier qui concerne la position géographique de l'île, le deuxième les aspects politiques, puis la politique économique et enfin l'importance de la population juive. Donc je terminerai, si j'ai le temps, par un cas d'étude concernant le commerce avec l'Afrique saharienne, qui montre à la fois les connexions très profondes des Majorcains avec l'intérieur des terres africaines, et non pas uniquement avec le Maghreb, et à quel point ces liens étaient encore très vifs au début du XVe siècle. Donc le premier point, très rapide, concerne un élément déterminant, celui de la position géographique privilégiée de l'île de Majorque. Donc la situation géographique de l'île permet une relation commode avec le littoral africain. C'est une île à quasiment égale distance entre Barcelone et Alger, entre Pise et Tunis, et donc elle présente une position idéale au cœur des routes de navigation reliant l'Afrique du Nord à l'Europe continentale et la Méditerranée à l'Atlantique. Grâce à la correspondance marchande conservée dans le fonds d'Attigny des archives de Prato, en Toscane, il est possible de calculer quelques temps de navigation. Donc je vais vous en donner pour que vous fassiez une idée. Je ne sais pas pourquoi ça défile, mais pour vous en donner une idée, il fallait compter en moyenne entre 4 et 7 jours pour relier Majorque à Alcudia, 3 à 6 jours pour Alger, il fallait 11 jours à peu près pour Beaune et 15 à 20 jours pour Tunis. À la fin du XIVe siècle, des 3 ports principaux de la couronne d'Aragon, donc Valence, Barcelone et Majorque, seul celui de Majorque exerçait un trafic complet avec l'Afrique septentrionale. L'orientation de Majorque vers la mer est liée bien entendu à son insularité, mais pas seulement. Elle est également liée à la structure même du royaume de Majorque, comme je vous l'ai montré, durant ses 70 ans d'existence. Celui-ci constitue un archipel de domination uni par la mer. Donc ce n'est pas seulement l'insularité de Majorque que l'éclatement du royaume qui donna la primauté à la mer et au transport maritime, donnant l'élan à une expansion vers l'autre rive de la Méditerranée. Et cette expansion fut avant tout liée à des jeux de pouvoir. Donc ce deuxième point concerne les aspects politiques. Majorque et son royaume furent constamment menacés, vous le voyez ici, par le voisin français au nord et par la couronne d'Aragon sur le reste de l'ensemble, que ce soit à l'est ou à l'ouest, et orientèrent de fait leurs alliances vers le sud de la Méditerranée. Premièrement, la politique pontificale encourageante amena les souverains et les marchands à tisser davantage de relations avec l'Afrique. Les restrictions pontificales émises à l'encontre du commerce avec l'islam furent amoindries à Majorque.
Il convient néanmoins de préciser que toutes ces restrictions concernèrent davantage le commerce avec l'Orient musulman, davantage avec Alexandrie qu'avec l'Occident. Peu après la conquête de Majorque, les papes Grégoire IX puis Innocent IV permirent aux marchands chrétiens de Majorque de commercer avec les musulmans d'Afrique en temps de paix, à l'exception des produits stratégiques qui concernaient majoritairement la construction navale. 7 ans plus tard, Innocent IV autorise toutefois les marchands de Majorque à vendre des victuailles aux musulmans. Et en 1343, lors de la réincorporation, les marchands de Majorque sont autorisés à commercer avec leurs voisins musulmans en temps de guerre et en temps de paix. Bon, ça, c'est le schéma traditionnel, ça ne les a jamais empêchés de commercer quoi que ce soit avec les terres d'islam. Une plus grande tolérance pontificale, mais également la volonté des souverains majorcains de se démarquer de la couronne catalano-aragonaise et de concurrencer même les Catalans, notamment dans leurs relations diplomatiques avec les souverains nord-africains. Les rois de Majorque cherchèrent à établir un réseau commercial et diplomatique autonome, indépendant du réseau barcelonais, dans le but de s'assurer leur sécurité politique et financière face à la constante menace de la France et de l'Aragon. Donc ils conçurent leur programme diplomatique et économique comme un moyen d'affirmer leur indépendance, notamment à travers l'établissement de barrières douanières, la création d'une flotte commerciale, la frappe de leur propre monnaie et l'établissement de relations commerciales directes avec l'Afrique. 4 traités sont respectivement conclus par les rois de Majorque avec les souverains maghrébins. 2 d'entre eux, en 1278 et 1313, furent négociés avec les Hafsides. Donc les Hafsides, c'est l'Ifriqiya, c'est le Maghreb oriental. Celui de 1312 fut conclu avec l'émir de Bougie et celui de 1339 avec les Mérinides sur l'actuel territoire marocain. Dans le même temps, la couronne d'Aragon multiplia également les échanges diplomatiques avec les Hafsides, 9 envois diplomatiques, 2 avec l'émir de Bougie, 1 avec les Ayanides de Tlemcen, au Maghreb central, et 3 avec les Mérinides durant la période d'existence du royaume de Majorque. On a une réelle concurrence diplomatique qui se joue. Tous les échanges pour la couronne d'Aragon ne se conclurent pas avec la promulgation de traités en bonne et due forme. Les 4 traités majorcains peuvent sembler de moindre importance, mais ils prouvent l'autonomie diplomatique du royaume qui tissait ses propres relations avec des souverains de l'intégralité des côtes maghrébines. Ces traités marquèrent le coup d'envoi de l'octroi d'une politique d'octroi de licence pour la navigation, très orientée vers l'Afrique et surtout vers le Maghreb central et occidental, plus proche des côtes de Majorque. En 1284, par exemple, sur 37 voyages de navires enregistrés, 29 eurent pour destination le littoral africain, 41% vers l'Ifriqiya, on va dire autour de Tunis, et près de 50% vers le Maghreb central. Parallèlement, dans de nombreux ports africains, les Majorcains devinrent les principaux marchands chrétiens. Alors certes, des relations étroites étaient scellées par les traités, mais elles n'étaient pas exemptes de tensions. La piraterie fut toujours une constante, et l'île de Majorque était une base de la course, un centre d'écoulement du butin et un centre de recel. Les exemples ne manquent pas, notamment dans cette correspondance issue du fonds d'Attigny. Ces phénomènes émanent des chrétiens comme des musulmans, mais ces événements, s'ils pouvaient interrompre le commerce, étaient rapidement réglés et tout retournait à la normale. La menace et les pressions constantes subies par le royaume de Majorque conduisirent également le souverain Jacques III à chercher du secours auprès du sultan mérinide. La haine entre les souverains de la couronne catalano-aragonaise et ceux de Majorque était vraiment inexpiable. En 1339, durant la période de tensions et de conflits, au moment où Pierre IV d'Aragon avait des visées de plus en plus importantes sur le royaume de Majorque, Jacques III, lui, se tourne vers le sultan mérinide Abou el-Hassan Ali, alors en pleine puissance et menaçant, pour solliciter une alliance. Le pacte d'alliance ne fut pas formulé, car l'accord ne fut pas réellement trouvé. Le souverain mérinide s'apprêtait à accorder une aide militaire, mais demandait des garanties que Jacques III d'Aragon n'était pas en mesure de fournir, des garanties que nous ne connaissons, qui ne sont pas formulées, que nous ne connaissons pas. Il s'ensuivit la promulgation d'un traité commercial. Néanmoins, ces démarches placèrent Jacques III dans une situation dangereuse. Dans le contexte de lutte croissant entre le sultan mérinide et les royaumes ibériques pour le contrôle du détroit de Gibraltar, le roi de Majorque fut chargé par son suzerain, Pierre IV d'Aragon, dont je rappelle que le roi de Majorque était quand même vassal du souverain d'Aragon, d'armer des galets pour aller combattre Abou el-Hassan Ali, ce qu'il ne fit pas,
Donc argument de trahison qui fut utilisé par Pierre IV en 1344 dans un procès en félonie intenté contre son beau-frère et cousin, l'accusant d'avoir tenté d'obtenir le secours militaire du, je cite, « loup furieux assoiffé de sang chrétien ». Ayant rompu ses liens de vassalité avec le souverain aragonais en 1342, Jacques III dépêcha un nouvel ambassadeur au sultan mérinide, mais l'accord n'aboutit pas non plus, se heurtant toujours aux mêmes garanties. En février 1343, Pierre IV déclara son beau-frère déchu et entreprit la conquête des Baléares qui aboutit rapidement. En 1345, Jacques III, qui n'était plus que seigneur de Montpellier, rechercha pour une troisième fois l'alliance avec le sultan par le biais d'une nouvelle ambassade. La menace d'une conquête mérinide des Baléares plana durant quelques années. Finalement, après de nombreuses mais vaines tentatives pour retrouver son royaume, Jacques III fut contraint de vendre la seigneurie de Montpellier au roi de France Philippe VI. Il leva une dernière armée, mais mourut lors de la bataille de Llucmajor à Majorque contre les Aragonais en octobre 1349. Henri Bresque, qui étudia de manière approfondie ses relations diplomatiques et édita le traité de 1339 avec Youssouf Raghib, met en avant les similitudes entre la politique du royaume de Majorque et celle de la Sicile dans la recherche d'une alliance avec le pouvoir mérinide contre la menace extérieure. En 1357, en effet, la cour de Sicile demanda le soutien militaire d'Abou Inan Faris, le fils et successeur d'Abou el-Hassan Ali, contre les Angevins de Naples. Il semble ainsi que la faiblesse de ces deux États insulaires les amena tous les deux à innover politiquement en recherchant l'alliance plutôt scandaleuse avec l'infidèle pour défendre par tous les moyens leur relative indépendance. Le royaume de Majorque connut un échec politique certain qui conduisit à la perte définitive de son indépendance, mais qui ne nuit en rien à son véritable succès économique. Car pour sa survie, les souverains majorcains inventèrent et développèrent une réelle politique économique en direction de l'Afrique. Donc c'est le troisième point que je souhaiterais aborder. Certaines îles, notamment les plus petites, étaient souvent vouées à la spécialisation agricole ou minière. C'est une idée qui ressort très clairement des écrits d'Orden et Purcell dans The Corrupting Sea, paru en 2000. Alors pour les Baléares, la situation se vérifie. Je vais remettre la carte. Oui. À Minorque, l'élevage du mouton dominait et la laine minorquine était exportée en Europe à travers Majorque. Toute l'Europe, vraiment, l'économie européenne était encore basée sur l'industrie textile. Pour Ibiza et sa voisine, Formentera, il s'agissait de l'exploitation du sel. Ces îles possédaient en effet de florissantes mines de sel qui, après extraction, étaient expédiées principalement en Italie. La production était intégralement destinée à l'exportation. Rien de tel à Majorque. Les productions de l'île se résumaient encore au XIVe siècle à des olives, de l'huile et des figues sèches. L'archipel n'était absolument pas autosuffisant et devait importer son alimentation de base. Donc le spectre de la famine menaçait constamment la population. L'archipel était également dépourvu de matières premières, notamment pour l'indispensable construction navale. Donc il lui fallait tout acheter, du blé pour se nourrir, jusqu'au chanvre pour les cordes des navires. Donc le lien était très étroit entre la nécessité de disposer de manière continue d'une flotte conséquente et la capacité de l'île et de l'archipel à assurer son angoissant ravitaillement. De fait, l'île organisa sa survie autour du commerce et inventa une politique économique qui, comme nous l'avons vu précédemment, ne pouvait s'orienter que vers la rive sud de la Méditerranée. Donc, quelles sont les orientations majeures de cette politique économique ? Tout d'abord, le commerce des blés. Les marchands majorcains achetaient des blés maghrébins. Une part importante était destinée au ravitaillement de l'île, mais ils redistribuaient également ces blés en Al-Andalus, donc l'Espagne musulmane, notamment sur les marchés d'Almeria et de Malaga. Par ce négoce, les marchands majorcains compensaient la faiblesse de la flotte marchande des ports du sud de la péninsule ibérique, de l'Andalousie musulmane. Développer les trafics, en particulier vers l'Afrique, était également indispensable pour l'ensemble de l'île et la ville de Majorque, dont la population était alors composée majoritairement d'une noblesse urbaine, de milieux marchands et d'armateurs, de marins et d'artisans liés à la mer, en plus d'une importante population employée dans l'industrie textile. Développer les trafics offrait à la monarchie une chance d'encaisser des recettes fiscales nouvelles, les leudes, qui furent instituées en 1302.
Les marchands majorquins étaient également intéressés par l'exportation de laine du Maghreb, nécessaire à leur jeune industrie textile, mais également alimentant un courant d'exportation vers les industries textiles italiennes. S'y ajoutèrent d'autres produits provenant d'Afrique, réclamés sur les marchés européens, qui consistaient surtout en des matières premières nécessaires à l'industrie de la laine, à celle de la teinture et à celle du cuir, alors en pleine expansion en Europe. L'exportation de laine, de différents types de peaux et de cuir, de produits tinctoriaux, notamment le kermès, qui fut le colorant le plus coûteux de tout l'Occident médiéval. Il s'agissait de produits de l'élevage, de produits de la cueillette et également de produits issus du trafic caravanier, comme des plumes d'autruche, la maniguette ou les dattes. La plupart étaient obtenus par troc ou par troc monnayé contre du papier et des tissus. Et également contre des produits interdits que l'on voit dans les registres comptables, le plomb, la poix et les armes. Au XIVe siècle, l'île de Majorque était devenue un centre commercial éminent et une plateforme de premier ordre en Méditerranée occidentale, dont Ciutat, l'actuelle Palma, et les structures portuaires de Porto Pi étaient le cœur battant. Les lettres de marchands florentins installés dans l'île offrent la vision d'une île au cœur des trafics maritimes, où affluaient des navires provenant d'Afrique du Nord, de péninsule ibérique, de mer du Nord, des autres îles Baléares, des cités de Provence et du Roussillon, de Sicile, de Sardaigne et même du Levant. Majorque était devenu un point de passage obligé en Méditerranée, idéalement situé entre les deux rives et sur la route menant à l'Atlantique. L'autonomie du royaume de Majorque, qui l'excluait du jeu des alliances, lui permettait d'accueillir des navires provenant de tous horizons. L'île était ainsi le point convergent d'intenses trafics menés à différentes échelles, donc un trafic très local entre les îles Baléares, un trafic un peu plus régional entre les îles Baléares, les côtes africaines et les côtes ibériques, et un trafic à échelle méditerranéenne et européenne, puisque Majorque était par exemple devenue escale des lignes de navigation génoises et vénitiennes qui se rendaient en Atlantique. Donc Ciutat de Majorque devint un centre économique majeur dans lequel affluèrent des marchands souhaitant profiter de ses nombreux attraits. Des compagnies de commerce provençales, génoises, pisanes, puis florentines s'y installèrent. Donc face à cette menace grandissante, les Majorquins mirent sur pied une politique protectionniste dans le but de conserver le monopole du commerce avec l'Afrique depuis leur île. Ils créèrent des ligues de marchands qui commerçaient en différents lieux d'Afrique du Nord, à Alger, à Mostaganem Mazagran, à Onein et à Alcoudia. Alors, ces associations commerciales se spécialisaient dans un secteur géographique et étaient en place depuis au moins la moitié du XIVe siècle. En 1360, par exemple, celle d'Alger comptait 47 marchands, tous majorquins, mais le nombre de ses membres se réduisit progressivement pour se stabiliser autour d'une quinzaine de personnes au début du XVe siècle. La condition essentielle était de posséder la citoyenneté majorquine. Le but était la mise à disposition rapide de moyens de navigation aux membres de la Ligue pour le transport de leurs marchandises jusqu'en Afrique du Nord et d'effectuer également le trajet retour. Donc en fait, le contrôle des transports était le but de des associations, à part le contrôle de l'exportation de la laine, qui était le but de la Ligue d'Onein. Les ligues empêchaient les transporteurs d'accepter des produits de marchands qui n'en faisaient pas partie et rendaient impossible ainsi à tous les étrangers de mener des expéditions commerciales vers les ports du Maghreb central et occidental à partir de l'île de Majorque. À travers ces ligues, les marchands majorquins cherchaient à défendre leur position dominante. Elle apparaissait comme un efficace instrument de contrôle de commerce, pouvant facilement conditionner la marge de manœuvre des marchands étrangers qui devaient passer donc par l'intermédiaire des membres des ligues pour se ravitailler en produits africains dans Ciutat de Majorque et écouler leurs propres articles. Et cela fonctionnait parce qu'on voit par exemple en 1360 Moneto Bonsignore, un marchand de San Miniato, qui loua avec d'autres opérateurs une embarcation pour effectuer le trajet Majorque-Mazagran, où son correspondant pisan devait charger des marchandises sur le navire avant que celui-ci regagne directement Pise. La Ligue intervint, empêchant la réalisation de cette opération et appliquant une amende de 300 livres, donc une belle somme, à tout contrevenant. Et vers 1400,
ces ligues empêchèrent les agents de la Compagnie d'Attigny de Majorque de commercer directement avec l'Afrique. Ils s'en plaignent régulièrement dans nos lettres, et j'ai mis par exemple cet extrait où Cristofano Di Bartolo, le directeur de la filiale de Majorque, décrit la situation dans un courrier destiné au grand patron Francesco d'Attigny et à son associé de Florence, parlant d'une mainmise majorquine sur le commerce avec le Maghreb et spécialement le Garbe, qui est le nord du Maroc. Donc il dit en substance que cela fait 2 mois qu'ils essaient d'envoyer des marchandises en Barbarie, mais qu'il n'y a pas moyen. Ceux-ci, autrement dit les membres des ligues, s'accordent pour que personne n'y envoie quoi que ce soit, à l'exception d'eux-mêmes, et spécialement au Garbe. Ceux-ci sont seigneurs de la marchandise de ce royaume et ne laissent trafiquer personne ici comme à Valence. Ce n'est pas que je ne sois pas en affaire avec une des bonnes personnes d'ici qui, pour elle et pour nous, enverra un ballot de drap de laine, mais je n'ai pas pu encore le convertir. Ceux de la Ligue sont très respectueux de leurs ordres. Donc cet exemple montre bien cette mainmise des ligues sur le commerce avec l'Afrique occidentale, même après la réintégration du royaume de Majorque au sein de la couronne d'Aragon, au milieu du XIVe siècle. Cette réintégration n'interrompit en rien l'expansion commerciale en direction de l'Afrique. Et même, la couronne récupéra les fruits de la politique économique des rois de Majorque. La défense de la position majorquine fut constamment mise en avant et on a une disposition royale de 1419 qui interdit tout simplement aux étrangers de négocier à partir de Majorque avec les sultanats musulmans. Donc l'existence du royaume de Majorque fut ainsi un paradoxe entre une réelle réussite économique et une faiblesse politique. L'insularité de l'île, c'est un paradoxe, l'insularité de Majorque fut le moteur essentiel de son expansion commerciale vers l'Afrique. L'île ne pouvait se suffire à elle-même, était menacée au nord et à l'ouest, et envisagea l'expansion commerciale vers l'Afrique comme le moyen de vaincre la pénurie, d'obtenir des ressources et de maintenir son indépendance. Un dernier facteur essentiel que je souhaite aborder concerne l'importance de la population juive, puis juive et convertie, dans les relations établies avec l'Afrique. Vers le milieu du XIVe siècle, l'île de Majorque comptait environ 66 000 habitants, dont 15 à 18 000 résidaient dans la ville principale, Ciutat, soit près de 30% de la population. Donc là, c'est un plan, le plus vieux plan conservé de Ciutat de Majorque, qui date de 1644. Mais la structure urbaine n'a pas véritablement changé depuis l'époque médiévale, à part les murailles. Forcément, là, on voit des beaux bastions de la Renaissance. Et vous voyez aussi le tracé que j'ai mis en bleu. Un fleuve coupait, un torrent dévastateur, même coupait l'île en son milieu, qui a été dévié à partir de 1613 et qui passe maintenant à l'extérieur des murailles. La population, comme je vous l'ai dit, était majoritairement issue de l'aristocratie laïque et religieuse, d'artisans dans le secteur textile, de gens de mer. Il existait aussi une forte minorité juive, présente depuis les temps de la domination islamique. Les recherches actuelles proposent une population juive comprise entre 1500 et 2500 âmes, ce qui représentait autour de 12% de la population et en faisait une des plus grandes juiveries de l'espace méditerranéen. Les juifs de Majorque étaient employés dans des activités faisant appel à la capacité intellectuelle ou à l'habileté technique, pas exclusivement dans le secteur économique. Ils étaient argentiers, orfèvres, marchands, médecins et cartographes. Il y avait une très grande école cartographique à Majorque et de nombreux juifs, dont la famille Cresques, a contribué à l'essor de la cartographie majorquine. Ils ne vivaient pas en marge de la société chrétienne, constituant même une pièce importante dans leur fonctionnement. Aux Baléares, comme dans le reste de la péninsule ibérique, les Juifs étaient placés sous protection royale. Ils pouvaient vivre au sein de communautés locales qui étaient dotées d'institutions, qui étaient nommées les Aljamas, mais dans des quartiers séparés qui prenaient le nom de Cales dans l'espace aragonais. Par ces populations juives étaient établis de très nombreux liens avec l'Afrique. Il existait en effet une longue tradition de contact entre les Juifs d'Afrique du Nord, l'Espagne musulmane et la population juive ibérique et baléare. Les marchands juifs de la péninsule ibérique établirent des relations commerciales avec les villes côtières du Maghreb central et principalement avec le pôle que vous voyez, Onein-Tlemcen. Je ne sais pas si c'est visible. On appuie. Là, d'accord. Onein-Tlemcen.
au XIIIe siècle et XIVe siècle. C'est des villes qui étaient vraiment au croisement des routes marchandes. La communauté juive s'y développa beaucoup en 1287, lorsqu'un groupe de juifs de Minorque émigra après la conquête de l'île par les chrétiens. Auparavant, en 1247, Jacques Ier avait souhaité faciliter l'émigration de familles juives de l'Afrique du Nord vers les terres de son royaume, en offrant sauf-conduit et citoyenneté à tout juif désirant s'établir dans ces territoires. Il avait compris l'importance de l'établissement de communautés juives le long de l'axe Sijin-Massa, donc aux portes du désert, Tlemcen, Majorque, Barcelone, par lequel passait une bonne partie du ravitaillement en or de la péninsule ibérique. De fait, il invita les Juifs de Sijin-Massa à s'installer à Majorque et en Catalogne pour mieux contrôler les marchés, principalement celui de l'or. Pour Charles-Emmanuel Dufourcq, la route de l'or catalane coïncidait avec une route juive, les deux ayant leur centre à Majorque. Cette même politique fut suivie par Pierre IV d'Aragon. Une fois l'île de Majorque réintégrée à la couronne, en 1359, il accorda à tous les Juifs des pays musulmans la liberté de trafiquer sans entrave à Majorque et offrit des facilités aux Juifs d'Afrique du Nord pour s'y implanter et y commercer. En effet, en dehors d'épisodes dramatiques, les Juifs bénéficiaient de la sollicitude des souverains, principalement à l'égard de ces marchands juifs qui faisaient du commerce en Afrique. Certains événements permettent d'illustrer la solidité des relations entre les Juifs majorcains et les gouvernants africains. Ainsi, lors d'un conflit entre Majorque et Beaune en 1304, les Juifs de Majorque ne prirent pas part à l'armement de la flotte qui attaqua Bougie pour sauvegarder leurs propres intérêts. Les Juifs étaient présents dans les ligues de marchands majorcains, car, comme je vous l'ai dit, en fait, seul était nécessaire de la possession de la citoyenneté majorquine. Donc, on trouvait dans ces ligues de nombreux Juifs, chrétiens et convertis. Donc, prenons l'exemple de la Ligue d'Alger. Donc, j'ai mis en couleur ceux pour lesquels j'avais des informations. Ceux qui sont en blanc, je ne connais pas leurs origines. Donc, cette Ligue nommait chaque année 2 procurateurs ayant pour fonction de gérer les intérêts de la Ligue et les membres. Donc, on a les procurateurs des élections de 1402 à 1413. Pour certaines années, elles sont manquantes. On constate que parmi ces procurateurs, ceux qui sont en rouge, celui qui est en rouge est Astrux Zibili, un très riche marchand juif de Majorque. Je suppose qu'Abraham Eskikili était également juif, vu son nom, mais bon, j'en ai pas la certitude, donc je ne l'ai pas mis. Ceux qui apparaissent en vert sont des convertis et en bleu sont des vieux chrétiens. Donc, ils faisaient partie intégrante des ligues et étaient très présents. Ces réseaux de marchands juifs et convertis s'étendaient de part et d'autre de la Méditerranée. Un grand nombre d'entre eux avaient fondé des compagnies de commerce qui duraient quelques années tout au plus et regroupaient les 2 caractéristiques majeures de la comenda, donc le travail et le capital. Ainsi, le converso, le nom que prenaient les nouveaux chrétiens dans l'espace catalano-aragonais, Pere Pardo, qui résidait à Majorque, gérait différentes compagnies qui opéraient à Beaune, Ténès, Onein, Alcudia et Fès. Fès qui était la capitale du royaume mérinide. Il possédait également quelques facteurs à Kolo, à Tunis et à Bougie et constitua une société avec Ayon Chiari qui focalisait ses opérations sur Onein et Ténès. Les archives de Majorque livrent également la présence de juifs nord-africains et de juifs sahariens dans l'île, provenant notamment de Sijin-Massa. Ces réseaux s'intensifièrent suite aux émeutes anti-juives de 1391 qui entraînèrent, en plus des conversions forcées, un important flux migratoire des juifs majorcains vers l'Afrique du Nord, et en particulier vers Tlemcen. Alors, ces émeutes étaient parties de Séville en juin 1391, sous l'impulsion des prêches enflammés de l'archidiacre Ferrando Martínez de Sira, l'ancien confesseur de la Reine-Mère. Elles se propagèrent en une vague qui remonta tout en Castille et en Aragon. Les quartiers juifs étaient pillés, incendiés et leurs habitants sommés d'embrasser la foi chrétienne ou bien massacrés. Donc ceux qui ne parvenaient pas à se cacher ou à fuir acceptèrent un baptême dont de nombreux rabbins donnèrent l'exemple. Ces émeutes gagnèrent la plupart des villes andalouses et castillanes en juin, l'Aragon en juillet, les Baléares et la Catalogne en août. Donc, le mercredi 2 août 1391, des émeutiers composés de gens de l'extérieur, pas de gens de Ciutat de Majorque, véritablement de l'extérieur, forcèrent l'entrée du CAL, donc du quartier juif,
et le saccagèrent. Environ 300 Juifs furent tués, 800 autres se réfugièrent dans la forteresse et de nombreux autres furent contraints d'accepter le baptême. Donc malgré des mesures de protection qui avaient été prises par le gouverneur de Majorque. Ces soulèvements provoquèrent une très forte émigration juive, principalement en direction du Maghreb central. L'Afrique fut une destination de fuite. Ces exils représentèrent une perte importante, pouvant paralyser l'économie. Donc très vite, on interdit aux Juifs de partir de l'île. On menace financièrement toute personne aidant les Juifs à partir. Et des mesures sont prises pour les encourager à rester, comme la reconstruction de synagogues ou autres. À partir de ce moment-là, s'instaure quand même durablement à Majorque un courant anti-juif durable. Pour faire une digression, on marque toujours de 1492 la date vraiment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, mais ça commençait bien plus tôt à Majorque. En 1435, il y a une conversion complète des Juifs de l'île et il n'y a alors plus un seul Juif à Majorque. Alors les Juifs exilés, maintenant d'étroits liens familiaux et financiers avec les Juifs majorcains restés sur place et avec les convertis, permirent un renforcement des contacts. Beaucoup de familles juives étaient réparties entre Majorque et les côtes africaines et leurs membres effectuaient de nombreux voyages entre les deux rives. En 1394, la compagnie toscane de Francesco d'Attini s'installa dans l'île de Majorque. Une cinquantaine de registres de comptes et environ 14 000 lettres de cette compagnie sont conservées pour l'île de Majorque, offrant un témoignage formidable sur le tissu économique et social de l'île des années 1394 à 1412 même. Dès 1396 et l'ouverture de leur premier livre de comptes, les agents de la compagnie, qui ne pouvaient pas se rendre au Maghreb en raison des ligues, ils essayèrent. Il y a même le directeur de Majorque qui a pris la citoyenneté majorquine pour essayer de s'intégrer aux ligues et de passer. Ça n'a jamais marché. Donc ils achetaient la plupart des produits africains dans Ciutat à des juifs ou à des nouveaux chrétiens. Dans ce fonds d'Attini sont conservés également des registres comprenant une rubrique dite de denari contanti. Donc cette rubrique, ce sont en fait des quittances. On écrit à l'intérieur qu'on a bien reçu une somme d'argent en comptant. C'est une valeur juridique en fait. La compagnie remettait à des fournisseurs une certaine somme d'argent. La personne attestait dans le registre avoir reçu tel jour telle somme d'argent. Donc on y trouve de très nombreuses écritures en caractère hébraïque qui émanent du milieu marchand juif de l'île, des nouveaux chrétiens, donc anciens juifs, mais également de juifs d'Afrique du Nord, de passage dans l'île. Donc en plus de montrer le lieu central du comptoir des marchands italiens en tant qu'espace relationnel, dans le contexte particulier de Majorque post-1391, on rencontre dans ces registres tout un milieu d'agents, chacun avec sa langue et son alphabet. Je vous en montre une autre page, on les voit un peu mieux. Donc ce sont des écritures en caractère hébraïque qui sont résumées en toscan, en dessous, par un agent de la compagnie. Il s'avère dans ces écritures que les Juifs de Majorque et qu'un important nombre de convertis continuent à s'exprimer dans un dialecte arabe maghrébin qu'ils écrivaient donc en utilisant les caractères hébraïques. Donc il s'agit donc d'un judéo-arabe dialectal propre au milieu juif majorquin resté arabophone. Cette originalité du judaïsme majorquin s'explique aisément par la longue période de domination islamique et par les relations de proximité avec l'Afrique. Cette originalité se retrouve au sein du judaïsme sicilien et a été clairement montrée par Henri Bresque dans son livre sur les Juifs de Sicile, intitulé « Arabes de langue, Juifs de religion », paru en 2001. L'arabisme des Juifs siciliens avait été, lui, renforcé par une immigration massive de groupes provenant d'Afrique du Nord. Ici, on est dans le sens contraire. Ça a été renforcé par cette émigration de Juifs qui a fait se maintenir de manière assez forte ce lien avec Majorque. Mais les Juifs et convertis donc utilisaient l'arabe en tant que langue vernaculaire, même si on voit de très nombreux emprunts au catalan. Alors, dans le cas sicilien, on a des emprunts au sicilien. Dans le cas de majorquin, on a des emprunts à la langue catalane pour les mots qui proviennent directement de la pratique des affaires, les noms de marchandises, les mois de l'année ou encore le vocabulaire technique. Donc on a en fait des phrases assez biscornues avec du dialecte maghrébin parsemé par-ci par-là de mots en catalan. Les Juifs et les conversos s'impliquaient de manière très importante dans le commerce avec l'Afrique, prenaient en charge tout un pan de l'activité économique, celui de la circulation des marchandises. Ces marchands juifs et convertis servaient de trait d'union entre les aires de civilisation,
En terre d'islam, le négociant juif disposait sur son concurrent chrétien de nombreux avantages, notamment la sécurité fournie par l'existence d'un réseau solidaire de communautés juives. À la différence des marchands chrétiens, généralement confinés aux zones côtières, les Juifs s'engageaient dans le désert et pénétraient en profondeur les terres africaines. Ils se procuraient ainsi une très importante quantité de produits issus de ces régions et acheminés par voie transsaharienne. Donc, je voudrais vous montrer en fait un cas d'étude qui montre ces connexions très profondes des Majorcains avec l'intérieur des terres africaines. Donc on s'arrête en effet très souvent sur le Maghreb, quand on parle d'Afrique au Moyen-Âge. Donc je voudrais donc montrer que ces relations étaient tissées bien au-delà de l'espace littoral, au début du XVe siècle, et le rôle de la population juive. Donc je vais vous parler d'une vingtaine de lettres issues du Fondatini, qui livrent des informations sur les circulations marchandes entre Majorque et le Sahara. Donc leur existence est liée au vol d'une importante cargaison de cuivre qui survint dans le Touat. Donc le Touat, c'est un groupe d'oasis au sud, dans le Sahara algérien. Donc c'est passé en tout début de l'année 1408. Donc les documents qu'on a, donc une vingtaine de lettres, écrivent la péripétie concernant le vol et la demande de rançon. Donc c'est que le vol n'avait pas eu lieu, la documentation ne serait pas là. C'est vraiment en raison de ce vol que toute une discussion émerge dans le Fondatini. Donc que nous disent ces lettres ? Nous disent que c'est à 15 lieues de Touat. Donc Touat est nommé ici comme si on pouvait le marquer d'une croix, comme une ville, alors que c'est quand même une région. Donc c'est à 15 lieues de Touat, sur la route provenant de Honein, donc certainement entre Figuig et le Touat, que furent volés 200 cateaux de cuivre. Donc accrochez-vous pour les sommes, parce que 200 cateaux de cuivre, c'est 8 tonnes, sur une cargaison initiale qui en comprenait 29 tonnes. La marchandise fut volée par des Arabis, qui se rendirent ensuite en un lieu proche pour en vendre un peu plus de 2 tonnes. Donc imaginez la logistique que ça peut représenter. Ceux qui étaient présents en ce lieu devinèrent que le cuivre avait été volé. Les lettres deviennent ensuite très confuses. Elles mentionnent une compagnie à Dimori, donc ça serait une compagnie de morts, qui avait racketté la caravane, demandé 100 doublons marchands qui n'avaient pas voulu payer, et donc le vol avait été commis. Les tractations pour le rachat de la marchandise furent confiées à des négociants juifs et immédiatement enclenchées. Donc, les navires assurant la liaison entre Honein ou Oran et Ciutat de Majorque apportaient régulièrement des nouvelles. Les opérations de rachat n'aboutirent pas avant la fin de l'année 1408 et une dernière lettre de décembre 1408 précise le vol d'une nouvelle cargaison de cuivre. Donc c'est reparti, mais là on n'a plus la documentation. Donc cet événement éclaire les routes commerciales, l'importance du cuivre, le climat d'insécurité de la région et le rôle des marchands juifs dans les réseaux d'affaires circulant entre la Méditerranée et le Sahara. Donc la documentation met en lumière 3 espaces commerciaux différents qui constituaient autant de relais et de carrefours dans les échanges entre la Méditerranée et le Sahara. Donc ces 3 pôles étaient des points de rupture du fret et de jonction des trafics structurant les flux de marchandises. Il s'agissait de l'île de Majorque, on a vu tête de pont du commerce avec l'Afrique, du port de Honein, qui lui assurait ce rebasculement entre l'arrivée des cargaisons provenant de la Méditerranée et leur réexpédition vers l'intérieur des terres, et du Touat, à plus d'1 millier de kilomètres des côtes de la Méditerranée. Les marchands juifs apparaissaient comme les intermédiaires majeurs entre l'île de Majorque et l'Afrique, à la tête de réseaux d'affaires organisés, comme je vous l'ai montré, permettant l'écoulement de marchandises et la circulation des informations. Ils bénéficiaient de la présence de correspondants juifs à toutes les étapes importantes de ce commerce jusqu'au Sahara. À plusieurs reprises dans les lettres, les marchands juifs sont mentionnés comme étant au cœur des opérations de rachat, et le cuivre qui a pu être racheté fut confié sur place, au Touat, à un marchand juif résidant à Honein, du nom d'Ayon Soussen. Des écritures manuscrites d'Ayon Soussen attestent sa présence à Majorque à plusieurs reprises. Donc, dans les registres de la compagnie d'Atini, ces écritures en judéo-arabe, Ayon Soussen a écrit à l'intérieur. Donc ces registres sont à Majorque. Donc c'est un marchand qui voyageait lui-même sur des milliers de kilomètres entre l'île de Majorque et le Touat. En étudiant les lettres et la comptabilité du Fondatini et en recoupant avec quelques sources extérieures, il est possible de comprendre le déroulement des opérations qui connectaient Majorque au Sahara. Donc à Majorque, les agents florentins remettaient aux marchands juifs présents à Majorque une certaine quantité de marchandises à écouler.
Donc les Juifs n'achetaient pas directement la marchandise, ils disposaient d'un temps important de crédit pour remettre la somme aux agents florentins, sous la forme d'espèces, mais le plus courant, sous la forme de marchandises provenant d'Afrique. Donc, au fait, quand le vol est arrivé, les Florentins étaient encore véritablement impactés, puisqu'ils n'avaient pas récupéré la somme des marchands juifs. Ils éprouvaient d'ailleurs, ils se plaignent, de très grandes difficultés à récupérer l'argent. Donc, les marchandises étaient prises en charge à Majorque par ces négociants juifs et prenaient la direction de Onein, parfois d'Oran, étaient réceptionnées sur place par leurs contacts. Donc, comme je vous l'ai montré, la plupart des organisations commerciales mélangeaient associations familiales, partenariats commerciaux et étaient éparpillées des deux côtés de la Méditerranée, leur permettant d'être présents en différentes étapes d'acheminement des marchandises. À Onein, les produits changeaient de main pour gagner le désert en passant par de nouveaux intermédiaires juifs. Donc, cette connexion est moins éclairée par les lettres, mais elle mentionne tout de même des relations entre juifs de Onein et juifs du Touat. Les Juifs apparaissent alors très actifs au Touat au début du XVe siècle, au moment où l'axe Onein-Touat-Niger devint l'une des principales voies d'échange du commerce transsaharien. Toutefois, les lettres, même croisées avec d'autres documents, ne permettent pas de savoir si les négociants juifs descendaient plus loin et avaient réellement accès au commerce avec l'Afrique subsaharienne. Ce que l'on voit dans les sources sont les étroites relations des Juifs du Sahara avec les Juifs des villes septentrionales du Maghreb, puis de ces derniers lieux à l'île de Majorque. Néanmoins, on a un document majorquin qui date de 1327, qui permet de voir une connexion avec les marchands musulmans au Touat. Donc en 1327, le consul des Majorquins Tlemcen a donné l'ordre à tous les marchands majorquins, juifs et chrétiens, donc les marchands présents dans l'État de Tlemcen, de le quitter dans un délai de 4 mois. Suite à ça, on a une supplique qui émane de l'Al-Jama de Majorque, donc de la communauté juive, visant à ne pas appliquer ce délai de 4 mois. Car comme ça se passait à Majorque, ça se passait également dans le Touat. Eux aussi confiaient leurs marchandises à des intermédiaires, cette fois-ci musulmans, qui allaient les écouler en Afrique et qui revenaient. Donc appliquer un délai de 4 mois laissait facilement en fait, à leurs intermédiaires le temps d'attendre que le délai passe pour revenir et ne pas régler leur dû. Donc cette plainte permet de voir que les marchands juifs au Touat étaient en contact avec des intermédiaires musulmans auxquels ils remettaient leurs produits pour traverser le Sahara. Donc l'intégralité de cette chaîne commerciale que j'essayais de retracer reposait sur le crédit et sur les relations de confiance entre les différents partenaires. Ces réseaux juifs de Majorque au Touat semblaient établis indépendamment de toute structuration politique. Néanmoins, ils disposaient du soutien de différents pouvoirs, ce qui prouve que les réseaux ne se mettaient pas en place en dehors de tout cadre étatique. Les nombreux souverains des deux rives n'ont eu de cesse de veiller au bon déroulement des activités commerciales, malgré des perturbations engendrées à la fois par la conjoncture économique, les conflits politiques et militaires. Par exemple, le sultan Abd al-Wadid accueille à bras ouverts les réfugiés de 1391, en leur accordant toute une série de privilèges, notamment en matière d'impôts, pour renforcer les structures communautaires aussi, mais il essaie de contrôler la population, mais aussi bénéficier également du flux migratoire. Donc, ce contexte évoque l'apogée des Juifs dans leur rôle de liaison entre Majorque et le Sahara, puisqu'en 1492, une série, pas seulement l'expulsion d'Espagne, mais une série de facteurs rompirent en fait la continuité des réseaux de commerce juifs. Donc on a l'expulsion d'Espagne qui entraîna un important flux migratoire vers l'Empire ottoman et vers le Maghreb, mais également la destruction des synagogues du Touat qui entraîna aussi un fort courant migratoire, ainsi que l'arrivée des Portugais au début du XVIe siècle, plus bas en Afrique, qui entraînèrent un détournement des caravanes, et de même l'expansion ottomane qui entraîna aussi un détournement des caravanes vers l'Est. En conclusion, donc, tous les éléments majeurs sur lesquels je me suis arrêtée ont donné à l'île de Majorque un destin africain qui a perduré durant des siècles. Alors, le commerce avec l'Afrique fut pour l'île une nécessité liée au spectre constant de la famine, à la recherche d'une autonomie et aux menaces exercées par les puissances voisines contre sa fragile indépendance. On a pu voir des éléments communs avec la Sicile, un autre État insulaire.
Cette orientation vers l'Afrique fut développée dès la reconquête de l'île par les chrétiens vers 1230. Durant l'époque moderne, et en dépit des orientations politico-religieuses de la monarchie hispanique, le royaume de Majorque entretint toujours des rapports commerciaux avec les terres d'islam. Des interdictions dites définitives de commerce avec les pays musulmans furent promulguées par la monarchie à plusieurs reprises, mais dans la pratique, les échanges avaient lieu. Alors, les raisons morales et politiques que la couronne avançait pour justifier son opposition au libre commerce avec les terres d'islam prenaient appui sur le droit canon et sur les préceptes idéologiques de la monarchie. Néanmoins, le souverain n'était pas en droit de modifier ou d'abroger les normes locales légitimant le commerce avec les territoires musulmans, car son propre pouvoir législatif était limité par la législation majorquine. Alors, en effet, en vertu d'une franchise octroyée par Pierre IV d'Aragon en 1358 et maintes fois renouvelée, les représentants du royaume de Majorque furent chargés de s'assurer que les lois promulguées par le pouvoir royal ne contredisaient aucun des textes constituant le corpus normatif majorquin. Le besoin d'approvisionnement en blé de l'île était toujours crucial. Le royaume de Majorque, qui quand même a gardé ce nom malgré la réincorporation dans les territoires hispaniques, se heurtait alors à la monarchie hispanique pour l'autorisation d'effectuer des achats de céréales en terre d'islam. Les autorités locales invoquaient continuellement les droits concédés au royaume de Majorque à travers les dispenses pontificales et les divers privilèges royaux accumulés au cours des siècles précédents. En fait, on ne pouvait enlever au royaume de Majorque ses prérogatives commerciales avec l'Afrique acquises depuis le XIIIe siècle. Je vous remercie de votre attention.